Salutations à tous et à toutes et merci de me rejoindre pour une réflexion sur la résilience des constructions face au séisme. Je suis Marc-Ancy Laguerre et j'ai une spécialité en génie parasismique. Dans cette intervention, je vais partager avec vous des informations et des pistes d'action pour mieux protéger nos constructions face aux tremblements de terre. Les séismes qui ont frappé Haïti nous rappellent avec force l'importance de renforcer notre résilience face aux catastrophes naturelles. Ces événements tragiques ont mis en évidence la vulnérabilité de nos constructions qui sont souvent réalisées sans respecter les principes de dimensionnement parasismique. Pour réduire les pertes, que ce soit matérielles et humaines à l'avenir, il est important d'investir dans des pratiques de construction adaptées et aussi des initiatives de renforcement parasismique des constructions existantes. Dans ce contexte, je tiens à intervenir aujourd'hui, d'abord pour parler du génie parasismique, ensuite de la vulnérabilité des constructions en Haïti, et enfin de l'importance du renforcement parasismique des constructions existantes. Maintenant, parlons du génie parasismique. Le génie parasismique, c'est une branche du génie civil qui étudie l'impact des tremblements de terre sur les constructions et développe des méthodes pour réduire ces impacts. Quand un bâtiment est parasismique, ça ne veut pas dire qu'il ne subira pas de dommages en cas de tremblement de terre. En réalité, il n'est pas réaliste de vouloir qu'un bâtiment puisse rester totalement intact face à tout type de séisme. En général, l'objectif de la construction parasismique, c'est d'éviter l'effondrement de la structure, comme ça pourra protéger des vies. Cependant, pour les bâtiments spéciaux comme les hôpitaux, les objectifs vont au-delà de la simple prévention de l'effondrement, car ces bâtiments critiques doivent rester opérationnels immédiatement après le séisme. En réalité, ils jouent un rôle clé dans la gestion des urgences et aussi dans l'impact global du tremblement de terre. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi les séismes sont si dévastateurs. Que dit le génie parasismique dans tout ça? Pourquoi les séismes endommagent-ils des constructions qui étaient apparemment solides et capables même de résister aux cyclones? Qu'est-ce qui rend les séismes si particuliers? Eh bien, la réponse, c'est que les charges sismiques agissent comme des forces horizontales, cycliques, dynamiques et internes. La conjonction de ces quatre particularités font des séismes un cas à part dans toutes les charges que doit supporter une structure. On va expliquer tout ça. Utilisons cette structure pour expliquer les caractéristiques horizontales, cycliques, dynamiques et internes des séismes. Commençons d'abord par la caractéristique horizontale. Par exemple, dans cette structure, si j'essaie d'appliquer une force verticale, on voit que ça marche parfaitement. La structure reste debout. Mais par contre, si j'essaie d'appliquer une force horizontale, vous voyez, ça se déforme. Et pendant un tremblement de terre, ce qui se passe, la base va se mettre en mouvement. Et pendant ce mouvement, vous voyez, ça provoque l'effet des charges horizontales sur la structure. C'est comme si on appliquait une force horizontale sur cette structure. Expliquons pourquoi maintenant
que les charges sismiques sont considérées comme des charges cycliques. Eh bien, ce qui se passe pendant un tremblement de terre, la base se met en mouvement et le mouvement est alterné et ça provoque des va-et-vient dans la structure. Et ces va-et-vient, c'est pourquoi on dit que c'est un mouvement cyclique et ça crée aussi des fissures dans la structure, notamment dans les éléments fragiles comme les murs en maçonnerie. Et ces fissures en X sont les signatures caractéristiques des tremblements de terre et c'est essentiellement dû à l'aspect cyclique de ces sollicitations. Expliquons maintenant pourquoi les forces sismiques sont internes. Eh bien, ce qui se passe pendant un tremblement de terre, c'est d'abord la base de la structure qui se déplace. La base se met en mouvement. Ensuite, la structure essaie de suivre le mouvement de la base. Mais ça ne va pas se passer au même moment. Il y aura un retard. Et pendant ce retard, les éléments de la structure vont être déformés et il y aura aussi des forces internes générées. Et plus grande est la masse de la structure, c'est plus grande aussi la force nécessaire pour faire déplacer cette masse. Et c'est pourquoi on dit que la force du tremblement de terre, la force générée par le tremblement de terre dépend de la masse de la structure. Mais c'est différent pour les forces externes. Par exemple, si j'applique une force externe sur cette structure, ça ne dépend pas de la structure. Ça dépend uniquement de la quantité de force que j'applique. Mais pour les séismes, c'est différent parce que ça dépend des caractéristiques de la structure, ça dépend de sa masse et aussi de ses caractéristiques dynamiques. Maintenant, expliquons pourquoi on considère que les forces sismiques sont des forces dynamiques. Eh bien, la réponse c'est que le tremblement de terre provoque des forces, mais ça bouge. La structure bouge pendant un tremblement de terre. Et c'est pourquoi on voit que on dit souvent que la structure est en oscillation. Et ces oscillations dépendent des caractéristiques dynamiques de la structure. Et cette particularité, ça rend vraiment les forces sismiques complexes à modéliser. Il faut avoir une bonne idée des caractéristiques dynamiques de la structure avant vraiment de pouvoir évaluer les forces sismiques. Et aussi, ça va dépendre aussi des caractéristiques du mouvement du sol. On va le montrer. Par exemple, si je fais bouger d'une certaine manière, on voit que cette structure, même quand je le fais par exemple très rapidement, on voit que la structure se comporte assez bien. Mais par exemple, si je change de mouvement, ouais, les déformations sont beaucoup plus grandes et finalement, la structure s'est effondrée. On vient de voir pourquoi les séismes sont si dévastateurs à cause de leurs caractéristiques horizontales, cycliques, dynamiques et internes. Maintenant, on va discuter plus spécifiquement de la vulnérabilité des constructions en Haïti. Par vulnérabilité, j'entends la potentialité des constructions à subir des dommages lorsqu'elles sont soumises à des tremblements de terre. Pour évaluer la vulnérabilité, il y a plusieurs paramètres en jeu, mais dans cette vidéo, on va se concentrer spécialement sur deux de ces paramètres qui sont la qualité du béton et ensuite la section des poteaux. Le béton, on l'utilise beaucoup dans la construction en Haïti, mais la qualité est souvent très mauvaise. Quand je dis qualité, on peut parler par exemple de la résistance en compression du béton. Et quand je dis résistance en compression, c'est la quantité de force nécessaire pour briser le béton lorsqu'il est soumis à la compression.
En 2010, le professeur Réginald Desroches, qui venait des États-Unis, avait collecté des échantillons de béton en Haïti et il est reparti aux États-Unis avec ces bétons pour les tester et évaluer leur résistance en compression. Et comme résultat, il a obtenu une résistance moyenne de 9 mégapascales. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut le comparer, ce béton typique en Haïti, à un béton qu'on utilise aux États-Unis. Souvent, on recommande aux États-Unis un béton de 25 mégapascales. Donc ça veut dire que c'est environ 3 fois plus résistant que le béton typique qu'on utilise en Haïti. Maintenant, le problème avec un béton de mauvaise qualité, c'est que quand on l'utilise dans une construction, ça augmente la vulnérabilité de la construction et la probabilité pour avoir des dommages est beaucoup plus élevée. La section des poteaux est aussi un paramètre important pour évaluer la vulnérabilité des constructions. Dans des rapports de reconnaissance sismique que j'ai consultés pour Haïti, on reporte souvent l'utilisation de poteaux de section 15 cm par 15 cm et aussi parfois des poteaux de 20 cm par 20 cm. Ces poteaux sont souvent renforcés avec 4 barres numéro 4 longitudinalement et aussi des barres numéro 2 espacées à environ 15 cm à 30 cm transversalement. Il est vrai qu'il n'existe pas de dimension de poteau qui marche partout ou qui ne marche jamais, car tout dépend de la taille de la construction. Mais mes analyses m'ont montré que ces dimensions pour les constructions typiques qu'on utilise en Haïti sont insuffisantes. Il est aussi reporté par plusieurs chercheurs que pour les mêmes types de constructions en Inde et en Turquie, la section des poteaux était 4 à 6 fois plus grande que les poteaux typiques en Haïti. Pour analyser ces poteaux en profondeur, j'ai aussi, dans mes travaux, simulé ce qu'on appelle un essai statique cyclique. Ce qui se passe pendant cet essai, le poteau est soumis à une charge verticale constante et ensuite à une charge horizontale alternée. Tout ceci, c'est pour simuler l'effet du tremblement de terre. Mais maintenant, avec cet essai, on peut générer ce qu'on appelle une courbe d'hystérèse. Cette courbe donne la force de cisaillement développée dans le poteau en fonction du déplacement. Ça permet de bien visualiser le poteau et aussi comprendre son comportement sismique. Maintenant, pour les poteaux en Haïti, les poteaux de 15 cm par 15 cm et de 20 cm par 20 cm, j'ai généré leur courbe d'hystérèse et comme on le voit ici, ça montre que pour le poteau de 15 cm, la force de cisaillement à la base maximale, c'était de 3,3 kN. Et pour l'autre poteau de 20 cm, la force de cisaillement maximale, c'est de 8,8 kN. Ces résultats sont très faibles et en le comparant avec un autre poteau qui était aussi de 20 cm par 20 cm, mais fabriqué avec un meilleur béton et aussi renforcé avec davantage d'acier, la force de cisaillement maximale à la base était environ de 34 kN. Cela montre que les poteaux qu'on utilise en Haïti, de 15 cm et de 20 cm,
ils sont extrêmement faibles. On vient de parler de la vulnérabilité des constructions en Haïti et comme facteur touchant la vulnérabilité, on a parlé de la qualité des matériaux et que si avec le béton par exemple, c'est parfois ça donne une résistance très faible. Et aussi on a parlé de la section des poteaux et on a vu que la résistance de ces poteaux c'est très faible et tout ça augmente la vulnérabilité de ces constructions. Maintenant, on va aborder le renforcement parasismique de ces constructions vulnérables. Le renforcement parasismique désigne l'ensemble des méthodes et techniques utilisées pour améliorer la performance des constructions existantes face aux tremblements de terre. Il existe plusieurs méthodes de renforcement parasismique et ces méthodes peuvent être classifiées selon qu'elles augmentent la résistance de la structure, sa rigidité ou sa ductilité. Le choix de la méthode dépend directement des faiblesses identifiées dans la structure à renforcer. Dans cette vidéo, je vais aborder la méthode de renforcement réalisée par l'ajout de jaquettes en béton armé. Maintenant, parlons du renforcement parasismique des poteaux. Comme on l'avait vu, les poteaux utilisés sont extrêmement petits et ça donne une résistance très faible. Il faut donc penser à les agrandir pour qu'ils puissent mieux résister face aux tremblements de terre. Dans mes analyses, j'ai aussi agrandi le petit poteau qui était de 15 cm par 15 cm pour le transformer en un poteau de 30 cm par 30 cm. Cette technique s'appelle ajout de jaquette en béton armé. Et pour l'agrandir, j'ai à la fois ajouté du béton et aussi de l'acier. Le béton ajouté était de 25 mégapascales et aussi j'ai ajouté 4 barres d'acier longitudinalement et j'ai aussi ajouté des barres d'acier transversalement. Le poteau renforcé est aussi soumis à un essai statique cyclique et sa courbe d'hystérèse a été générée pour être comparée à la courbe d'hystérèse du poteau original. Maintenant, les résultats sont frappants. Le poteau initial avait une force de cisaillement maximale à la base de 3,3 kN et le poteau renforcé a montré une force de cisaillement à la base de 60 kN. Donc ça c'est énorme et cela montre que si on renforce les petits poteaux en Haïti, ça va aussi augmenter la résilience de ces poteaux et aussi la résistance globale des structures face aux sollicitations sismiques. En conclusion, l'amélioration de la qualité des constructions en Haïti passe par une prise de conscience collective, des formations adéquates et la mise en œuvre de solutions adaptées aux réalités locales. Les techniques de renforcement parasismique, bien que coûteuses, constituent un investissement essentiel pour protéger les vies humaines et réduire les pertes économiques lors de futurs séismes. Je suis Marc-Ancy Laguerre, spécialiste en génie parasismique. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Génie 360 qui est à la fois sur YouTube et Facebook. Je vous invite également à me suivre directement sur X et Threads et le nom c'est @AncyMarc. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi et je vous dis bye bye, à la prochaine.